Bien, je vous propose de commencer. Merci de votre présence ici au Collège de France pour ce 5e exposé du cycle Réenchanter les maths à l'école. Je vous rappelle que tous les exposés précédents sont disponibles sur le site du Collège de France et que nous sommes en direct sur YouTube. On va connecter Monica dans une seconde, mais je profite de cette affiche pour vous annoncer donc la totalité du cycle. Vous voyez qu'on a rajouté une conférence parce qu'on a la chance d'avoir à Paris pendant quelques semaines le professeur Nama Friedman de Tel Aviv University, de l'Université de Tel Aviv, qui nous parlera. Elle fait tout un cycle de conférences en lien avec ma chaire et la chaire de linguistique du professeur Luigi Rizzi. Et dans ce cadre, elle va parler de la dyslexie le 3 juin et en lien avec notre cycle de conférences, des difficultés pour les nombres et les lettres et des dissociations entre dyscalculie et dyslexie le 10 juin. Donc je vous invite vivement à participer à cette conférence qui sera en anglais à 17h30, je crois, le mardi 10 juin. Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler du goût des mathématiques et de la méthode de Singapour. Je suis très heureux d'accueillir Monica Neagoy, qui est une passionnée des mathématiques et de la beauté des mathématiques, et qui va nous la faire partager. Monica a suivi un cursus scolaire en France, mais aussi en Asie, aux États-Unis. Elle est titulaire d'une licence de mathématiques et philosophie à l'université de Georgetown, ensuite d'un master en mathématiques pures, et enfin d'un doctorat en enseignement des mathématiques à l'Université de Maryland. Elle a d'abord enseigné les mathématiques à Georgetown. Elle est devenue directrice de programme à la National Foundation. Je passe quelques étapes. Elle est maintenant consultante internationale en mathématiques et en éducation mathématique. Elle donne de nombreuses conférences et consultations aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Moyen-Orient, en Afrique. Elle est l'auteure d'une série de livres d'une série de 2 livres sur l'algèbre élémentaire, très intéressant, qui s'appelle « Planting the Seeds of Algebra », planter les semences, le début de l'algèbre chez les petits-enfants. Et je pense qu'on va en entendre parler aujourd'hui, comment faire en sorte que l'algèbre vienne assez naturellement, finalement, aux enfants, alors qu'on sait que c'est une étape difficile. Et puis aussi d'un excellent ouvrage sur les fractions qui s'appelle « Unpacking Fractions », qui explique tous les aspects du concept de fraction et pourquoi les rassembler est difficile pour les enfants. Et plus récemment, en français, puisqu'elle vit maintenant à Paris, en France, elle a publié en français une série Maths, la méthode de Singapour, la librairie des écoles, qui est directement utilisable par les enseignants qui veulent adopter ce qu'on appelle, mais on va en entendre parler peut-être à tort, la méthode de Singapour, qu'elle a donc revisitée dans le contexte français. Donc elle vit à Paris, elle est depuis quelques années membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale que j'ai mis en place depuis maintenant 8 ans. Elle a joué dans ce conseil scientifique un rôle déterminant en attirant l'attention sur la qualité de l'enseignement des mathématiques à Singapour. Vous savez que Singapour fait partie des pays qui sont systématiquement au plus haut niveau international dans les enquêtes PISA ou TIMSS équivalents. Et on se pose tous la question... Comment ça marche? Qu'est-ce qui marche dans la méthode de Singapour? Le programme, le curriculum français de mathématiques au primaire a été révisé dans le sens de ce qu'on peut appeler peut-être la méthode de Singapour, en grande partie grâce aux interventions successives de Monica dans le conseil scientifique et auprès des ministres successifs. Et donc c'est le sujet d'aujourd'hui, comment cultiver le goût des mathématiques avec la méthode de Singapour. Merci d'accueillir Monica Neagoy. Merci beaucoup. Pendant qu'on connecte mon ordinateur, je voulais savoir, par curiosité, parce que ça m'intéresse toujours, mon public, qui est ici est spécialiste en mathématiques? D'accord. Et qui est là pour le plaisir? Ah, c'est la majorité, parce que je n'étais pas sûre qu'il allait être dans le public. D'accord. Et une autre question. Je demande souvent à mon public, quand vous étiez à l'école et quand vous avez appris les mathématiques scolaires, est-ce que c'était un plaisir? Levez la main. Et si vous avez souffert des mathématiques, levez la main. D'accord, half-half. Très bien. Et qui a envie de se réconcilier avec les mathématiques et de se réenchanter? C'est pour ça qu'on est là. Super. So, welcome, bienvenue, bienvenidos, et todas las lenguas, dans toutes les langues. Peut-être j'aurai la chance à la fin de vous parler. Alors, je regarde l'heure. Très bien. Donc, réenchanter, c'est un mot que j'aime parce qu'effectivement, il y a le ré. Il faut savoir que les enfants, d'après les
les sondages, c'est pas vrai qu'ils n'aiment pas les maths, ils aiment les maths. Ils arrivent aux mathématiques avec beaucoup de questions, à l'école d'ailleurs, avides de connaissances, curieux de découvertes. Ils aiment les nombres, les calculs, ils trouvent ça assez magique, ils adorent compter, ils aiment les formes. Les formes, c'est la géométrie, ils appréhendent le monde avec les ballons et les cubes. Donc l'arithmétique et la géométrie se sont mariés dans l'histoire pour donner naissance à l'algèbre. Donc disons que jusqu'en collège, la plupart des enfants sont équipés, on le sait d'après les études de Stan, etc., avec la propensité, l'inclinaison pour faire des maths. Mais il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas tout au long de leur scolarité qui fait qu'arrivés en terminale, très peu aiment les maths. La plupart sont fâchés, ils n'aiment plus les maths. Une explication que j'aime beaucoup, c'est Arthur Avila, qui est un médaillé Fields, qui a dit « Nous n'enseignons pas les maths de façon à faire rêver les enfants. » Et pour moi, faire rêver, c'est vraiment... Les maths, c'est ça. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est les surprises, c'est le jeu, c'est le fun, c'est l'enchantement. Comme a dit Stanislas, je suis émerveillée par les maths. Et il dit, et c'est un grand médaillé Fields, peut-être moins médiatisé que celui qu'on connaît bien, Villani et Cédric, mais il dit qu'on a vidé les maths de son essence et que c'est une litanie de choses qu'on apprend par cœur et qu'on ne comprend pas. Et quand le cerveau ne comprend pas, il n'est pas intéressé. Le cerveau aime faire du sens à ce qu'il fait. Un exemple de tous les mots que vous avez vus que j'aime, dans la vidéo que j'ai faite pour la série de le conseil scientifique qui s'appelle Le plaisir d'enseigner, c'était une séance pour montrer aux professeurs que, maintenant que les fractions commencent au CE1, que c'est tout à fait possible. Et donc, je vous la laisse voir, c'est disponible sur YouTube. Et on commence la séance avec, c'est des petits, 7 ans, ils vont prendre un papier en couleur, ils vont le plier en deux pour faire une demi-carré, pour avoir le mot demi. Ils ont des idées de demi-pomme, de demi-poire, de demi-heure, ils ont des idées. Et la plupart des enfants plient comme cela. Alors bien sûr, on a la discussion, parce que ce n'est pas oui ou non, juste ou faux, il faut toujours expliquer. Donc ils disent, c'est la même forme, ça se ne connaissent pas le mot superposé, donc même forme quand on plie, et parce que cet âge, au cycle 2, c'est l'œil, l'instrument, c'est l'œil qui décide. C'est au cycle 3 qu'on commence à décider à partir du raisonnement, et l'œil prend le second plan. Mais à la fin, je garde la surprise parce que tout le monde pense qu'il y a deux. D'ailleurs, les adultes aussi. Il y avait un prof une fois qui a dit bon, c'est simple, on peut passer. Okay, donc, c'est toutes les solutions. Et à la fin, après qu'ils ont fait 20 minutes ou 30 minutes de séance, ils ont plié aussi en 4. Je demande de prendre leur petit papier qu'ils avaient plié en 4 pour trouver un quart. Et ce petit papier permet de trouver les points, le centre du carré. Parce que le carré, on ne peut pas trouver le centre du carré sans mesurer. Et je leur dis, vous allez tracer une droite qui passe par le centre et qui prend n'importe quelle direction, mais pas les plis, cela et cela. Eh bien, ils font toutes sortes de plis, c'est-à-dire ils font la droite à travers le centre. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils plient, c'est pas pareil, ça se superpose pas, mais quand ils coupent et ils tournent, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'au lieu d'avoir deux façons de trouver deux demi, ils trouvent une infinité. Et ça, c'est symbolique, c'est ça les mathématiques. Ce que nous voyons, c'est un petit lens, très très petite perspective, mais si nous rentrons dans ce voyage, c'est une infinité de possibilités. Donc, mon objectif dans tout ce que je fais vraiment, c'est pour insuffler l'amour pour les mathématiques. Cet élément d'émotion et d'amour pour les maths, ça manque souvent. Ça commence au début, mais après ça manque. Sa beauté, sa puissance et son ubiquité. Donc, maintenant, c'était une petite introduction pour nous réenchanter. Voilà un peu le programme que j'espère pouvoir faire avec vous. D'abord, le cadre. Donc, je vous n'avez pas eu trop le temps de le lire, mais je décompose. Donc le cadre, il est un pentagone. Vous l'avez peut-être vu, c'est très connu, c'est partout quand on parle de la méthode de Singapour ou l'approche de Singapour. Et il y a 5 piliers tout autour, et puis il y a le centre qui est la résolution de problèmes. Bien sûr, chacun de ces volets, chacun de ces piliers pourrait prendre 3 heures. On va essayer de prendre quelques
highlights de chacun. Donc, les 4 points forts qui sont très médiatisés, que vous avez sans doute lu parce que ça fait des années qu'on en parle en France, depuis au moins 2018, que quand il y a eu la mission maths, et on m'a demandé d'écrire quelques pages dedans comme une approche des mathématiques. Donc, les 4 éléments que tout le monde a entendus, mais je vous donne des exemples forts peut-être, c'est le sens. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, quand le cerveau ne comprend plus, ce n'est plus intéressant. C'est les moments de wow, de eureka, de j'ai compris, ou je vois le lien, ou je vois la raison qui excite l'enfant. Mais quand il doit apprendre, il n'a pas de sens. Donc une des choses qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires. Parce que le mot additionner, le mot égal, ça n'existe pas dans la langue. Donc additionner, c'est mettre ensemble, peut-être réunir, combiner. Égal, c'est fond, faire, donne. Et progressivement, on donne les verbes et les noms et puis les symboles. Donc, cette distinction de compréhension profonde et compréhension superficielle a été inspirée par les travaux de l'anglais Richard Scamp, qui distingue la comparaison relationnelle. Si je fais des relations, par exemple, si je vois que la soustraction, c'est l'inverse de l'addition, ou que la multiplication est l'inverse de la division, je vois des liens. C'est comme entre les gens, quand il y a des liens qui se tissent, on se souvient, on comprend, ça devient un peu plus profond. Eh bien, si c'est instrumental, ça veut dire que j'ai une litanie, je sais faire des formules, je sais résoudre des problèmes, je sais comment trouver la racine carrée de B2 moins 4AC, etc., pour les paraboles, etc., etc. Mais je ne vois pas les liens, je ne vois pas les maths comme des grandes idées avec plein d'idées subordonnées. Donc, on va regarder un exemple de ce que j'ai étudié et de ce que je fais partout dans mes formations. On va inventer une histoire de division. Et je fais ça avec des parents, je fais ça avec des profs, je fais ça avec des enfants de tous les âges. Donc on invente une histoire de division. Et au lieu de dire, voilà le problème, tu trouves, tu dois inventer l'histoire. Alors bien sûr, pour les enfants, histoire, ça veut dire une situation, problème, un défi, quelque chose qui va demander à diviser. Eh bien, vous êtes en train de penser, bien sûr, à une histoire de division. Peut-être est-ce de ce genre, c'est-à-dire nous avons 26 élèves, 26 lingots d'or, 26 quelque chose, et on les divise en 4 groupes. Et il y a 2 qui restent. Dans ce cas, les 2 enfants ne peuvent pas aller dans l'un ou dans l'autre parce qu'on explique s'ils sont 5 ou 6 ans, on leur dit qu'en maths, on prend les mots de la vie réelle comme diviser, partager, mais ils ont des sens précis. Donc diviser veut dire la même chose, alors que quand on divise quelque chose à manger, papa prend un peu moins, maman prend plus, un enfant aime moins. Donc on partage, mais pas de façon égale. Donc ces 2 ne rentrent pas. Donc qu'est-ce qu'on découvre en faisant des histoires? Que le quotient, et s'ils ne connaissent pas encore le mot, ça arrive au CE2, ils diront le résultat. Très bien, la part de chacun. Et il reste 2. Tout le monde sait dire reste, même si on n'a pas appris ça en maths, il reste. Deuxième catégorie, qui vient après, c'est un enfant qui dit, par exemple, ça c'est une étude donc, en Alexandria, Virginia, ils étaient en CM1, ils disent, mais les caramels sont mous. Donc je prends les 2 derniers et je les divise en 2. Eh bien, souvent on se dit, les programmes, les fractions, les nombres décimaux, ça vient après. Non, les programmes, c'est un dénominateur commun sous lequel on ne veut pas y aller, mais au-dessus duquel on peut voler. Un enfant de 5 ou 6 ans peut dire « Ah ben, je veux la moitié. S'il y a 3 choses à manger divisées par 2 personnes, ils vont prendre 1 et 1, ils vont diviser par 2. Allons-y avec ce qu'ils savent. » Donc ceux-là, ils vont dire 6 et demi, parce qu'il y a 1 demi d'un 7e caramel et il reste 0. Plus tard, ils apprendront 6,5. Mais ces élèves le savaient parce qu'ils étaient déjà en CM1. Bon, donc je fais la pause et je demande qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent. Une question qu'il faut toujours demander en mathématiques, parce qu'il faut jongler 2 idées. Un, la même chose, l'autre, différent. Donc ça fait penser high-level task. Donc, en quoi c'est différent? Eh bien, on a bien vu, les quotients et les restes sont différents. Pourquoi? C'est dû au fait que les nombres, la variable quantitative est discrète ou continue. Alors pour ceux qui ne sont pas dans les maths, discret veut dire des choses qu'on compte, comme des gens, des maisons, des nounous, des choses qu'on ne peut pas couper en 2, et les autres, c'est des choses qu'on mesure. On peut diviser 1 litre en 2, on peut diviser un cookie en 2, une pizza en 2. Des choses qu'on mesure, volume, surface, longueur.
Les enfants comprennent ça, même s'ils n'ont pas les mots. Ils comprennent la notion, le concept. En quoi ils sont semblables? Ça, c'est plus difficile à répondre. Ah ben, les deux sont des histoires de partage. Pourquoi? Parce que si on regarde historiquement les livres de primaire, dans tout le monde entier, partout, pendant longtemps, décennies, plus que des décennies, des siècles, division était au primaire équivalent, on va dire synonyme de partage équitable. Donc, à moitié endormi, nous pensons à ça. Mais il y a un autre sens. Et pourquoi est-il important de lui enseigner? Voilà un autre groupe d'élèves qui ont dit 26 élèves vont, et puis ils le modélisent avec des objets, 26 élèves vont dans un parc d'attractions. Ils veulent tous monter sur la montagne russe. Et il y a des voitures avec 4 places. Alors, une voiture arrive, 4 personnes entrent. Ils le modélisent comme ça, ils le mettent en scène. C'est fun. Et puis, le dernier, ils disent, il y reste 2, ils ne vont pas rentrer à l'école, ils font une 7e voiture. Et donc, on trouve, on peut avoir 6, on peut avoir 6,5, on peut avoir 7, dépendant de la situation, du contexte, parce qu'on est dans le concret, là. La méthode de Singapour, et puis on va voir pourquoi. Dès le CP, enseigne les deux. Vous avez 2 enfants ici, Alice et Maël. Alice, elle a la division de 15 pommes en 3 saladiers, elle cherche le nombre de pommes dans chaque saladier. Maël fait le contraire. Il sait qu'il va mettre 3 dans chaque bol et il compte le nombre de bols. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans les 2 cas, si on sautait l'histoire, le sens, on voit 2 équations, le bleu et le rouge, identiques. Donc on passe le sens, on va au symbole et on sait résoudre arithmétiquement, mais sans sens. Alors qu'à gauche, c'est la division par quotition et à droite, c'est la division partition. Les enfants ne l'appellent pas comme ça, ils disent des histoires de partage et des histoires de groupement. Et on fait ça tout au long du primaire. OK. Donc les 2 sens, pour résumer, dans le premier cas, on connaît le nombre de groupes, on ne sait pas combien vont dans chaque groupe, ou la part de chacun. Dans l'autre, c'est le contraire. Parce que pour l'instant, on n'est pas dans la symétrie des dividendes et des diviseurs. On a une histoire. Donc le dividende et le diviseur, ce n'est pas pareil. Bon. Faisons un saut maintenant vers, parce que moi, ce que j'aime apporter quand je fais des formations pour les formateurs ou les IEN ou les profs de primaire ou de collège, c'est de leur montrer que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est le fondement de ce qui viendra après. Soit nous disons les bonnes choses, nous donnons les bonnes images, les bonnes représentations, les bons contextes, pour empuissanter, je sais que ça n'existe pas, mais j'ai traduit « empower », empuissanter les élèves pour l'avenir, pour les mathématiques abstraites, ou il faut tout reconstruire parce qu'on a mal dit ou mal fait les choses. Donc ça, je fais un saut vers le collège, ça dépend des endroits, des pays, mais en France, on enseigne la division par une fraction en 4e, mais ça peut être 5e ou 6e. Si je quitte le primaire et je n'ai que le partage, donc je suis en train de me dire, mais alors je suis au collège, mais moi je vois les maths, je sens les maths, je comprends. Donc je me crée une petite histoire. J'ai 3 tartelettes et je partage parmi une demi-personne, je ne comprends pas. Et comme ils ne sont pas encore très bons dans la proportionnalité, parce qu'on peut utiliser la proportionnalité, mais on sait bien qu'ils ne sont pas forts là-dedans, c'est dur, parce qu'ils peuvent dire 3, c'est pour un demi, comme 6 pour 1, comme 12 pour 2. Mais ils ne raisonnent pas comme ça, on le sait. Même les adultes ont du mal avec la proportionnalité. C'est un concept, Gérard Vergniaud disait, c'est un concept difficile à définir, parce qu'il y a plein de points d'entrée. Donc, la division quotition ne marche pas. Mais la partition ne marche pas, pour dire 3 parts divisées en une demi-personne. Mais si je fais la quotition et je me dis, la part est un demi, j'ai 3 grosses pizzas, je me demande combien de parts de un demi-pizza je peux faire avec 3. Eh bien, je vois bien qu'il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que la division quotition nous sert plus tard. Et même, tout le monde ici connaît la division posée, quelque chose que les enfants se sentent très mûrs, grands quand ils peuvent le faire. En fait, quand on pose par exemple 253 divisé par 22, on dit combien de fois 22 dans, ou combien de fois rentre dans, un truc comme ça. How many times it go into, Ça c'est quoi? C'est quotition, il n'y a pas un partage. Donc il y a un changement de modèle
et c'est même pas articulé à l'enfant. Il fait des histoires de partage quand il est petit, et puis la quotient, la division posée, c'est du quotient. La division, c'est aussi peut-être du quotient. Donc, comme les mathématiques, c'est la généralisation, c'est ça l'algèbre. L'algèbre, la puissance, c'est quand je dis quelque chose pour x, y et z, c'est pas seulement pour 3 nombres, c'est pour tous les nombres. C'est ça la beauté des maths. Eh bien, avec les petits, on généralise quand on peut. Je fais des parts de 1/3, de 1/4, de 1/5, de 1/6. Et qu'est-ce que je vois? Que le résultat augmente, mais ce n'est pas des nombres de pizza qu'on pourrait penser si on ne fait pas des dessins ou des histoires. C'est le nombre de parts qui augmente en nombre, mais qui se réduisent en taille. D'accord? Donc ça, on voit à droite que la formule émane naturellement, elle émerge naturellement, et on comprend pourquoi on inverse et on multiplie, que vous avez tous appris. 3, je multiplie par 2 sur 1, j'obtiens 6, et je ne comprends pas pourquoi j'ai un quotient qui est plus grand, parce que je croyais que multiplication rendait plus grand et que division rendait plus petit. Vous voyez les problèmes qu'on a quand on passe des entiers au rationnel. OK. Un autre exemple de sens, des formules que nous enseignons. Combien de gens ont appris des formules sans les comprendre? Et quand on ne les comprend pas, je me rappelle, à la mission maths, on auditionnait plein de gens. Et une fois, quelqu'un a dit une phrase que je dis toujours, c'est que si on comprend une formule, on peut la reconstruire tout de suite. Et c'est vrai, si on sait d'où ça vient, si on oublie, on peut. Alors vous allez dire aujourd'hui, on a le téléphone, et on peut tout de suite avoir tout. Oui, mais il faut aussi le savoir avec sens. Donc, je pose une question. Vous avez tous appris au collège que l'aire d'un triangle, c'est 1/2 base fois hauteur. Voilà 4 façons de l'écrire. Bon. Qui, dans sa tête, dans son image mentale, voit pourquoi c'est 1/2 base fois hauteur, ou base fois hauteur divisé par 2? Levez la main simplement. D'accord? Qui ne voit pas pourquoi c'est 1/2 base fois hauteur? Voilà. On n'ose pas trop lever la main. Mais pas tout le monde a levé pour oui. Donc il y en a pas mal qui sont non. OK, on va regarder un petit plaisir. Alors, on prend un triangle sur le géoplan. Ça, c'est un géoplan, un des nombreux matériels pédagogiques. Et je leur demande, faites un triangle. Alors après, on va identifier cette base. Vous voyez pourquoi, parce qu'elle est parallèle aux côtés, et donc c'est plus facile, mais il y a 3 bases. Et on va mettre la hauteur avec un autre élastique. Ce n'est pas parfait, parce qu'il n'est pas fin. D'ailleurs, n'importe quoi n'est pas bon. Même si on dessine, même si on met un point, ce n'est pas parfait, parce que c'est un concept. Un point ne peut pas être dessiné. Vous connaissez le mouvement bourbakiste d'il y a 100 ans. Et pour cela, on n'a pas représenté pendant très très longtemps, parce que rien n'était parfait. Maintenant, le pendulum, le balancier, à la fin du XXe siècle, 20e, est revenu à make it real, make it visible. Il faut le rendre réel et visible. Donc, il y a des imperfections, mais ça aide à comprendre. C'est ça l'idée. Donc, on a la hauteur, on la marche, on a mis H. Pour l'instant, ça va. Hauteur, base. Mais on va mettre le rectangle tout autour. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce rectangle? Que les enfants connaissent. Ils connaissent largeur fois longueur, hein? Parce que c'est facile, on peut compter les carrés. Eh bien, on voit le lien entre la hauteur et la largeur du rectangle. On voit le lien entre la base du triangle et la longueur du rectangle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que si je sais calculer longueur par largeur, c'est-à-dire le grand rectangle, mais ce que je veux, c'est le violet. Et on voit que le violet, qui m'intéresse, est 1/2 du tout. Qui le voit maintenant? Tout le monde, j'espère. Okay? Visualisation, voir. On ne dit pas, tu sens ce que je dis, tu touches ce que je dis ou tu goûtes ce que je dis. On dit, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Parce que la vue, elle prime. Alors, il y a toute une discussion aussi pour les mathématiciens qui sont aveugles, et on peut en parler. Mais pour la majorité des enfants, ils doivent voir d'abord. Il y a aussi entender. Me entiendes en espagnol, on dit me entiendes, tu m'entends. Donc il y a l'entendre et le voir. Mais la visualisation est fondamentale dans la méthode de Singapour. Bien. Deuxième aspect qui est très connu, c'est le concret, imagé, abstrait. Et ça, c'est inspiré des travaux de Jerome Bruner, un psychologue, mathématicien, pédagogue américain des années 60. Et il avait déjà ces 3 étapes, et bien sûr toutes les sous-étapes entre, parce que ce n'est pas 3 étapes claires, mais Singapour a changé les mots pour que les enfants
comme les profs, comprennent. Eh bien, on va faire une petite exploration. Alors, est-ce que j'ai voulu mettre... Oui, je crois qu'il y avait un quote parce que ça va venir. Bon, on va faire une exploration très vite pour ce concret imagé abstrait. Elle va être virtuelle parce que je n'ai pas de matériel pour vous. Mais on va... Ah oui, c'est là, je cherchais la citation. J'ai beaucoup aimé toutes les conférences avant moi et je voyais un lien avec Singapour dans chacune. Et en avril, Marie Amalric, elle a montré toute une conférence pendant 1 heure sur la construction du nombre et à la fin, quand elle dit « je vais conclure pour l'enseignement », elle dit cette phrase. Et cette phrase, donc c'est la confirmation, elle dit « dans l'enseignement des mathématiques, il faut donc, après 1 heure de conférence scientifique sur le cerveau de l'enfant dans la construction du nombre, commencer par une approche concrète, puis progressivement passer à la représentation visuelle, imagée, et enfin par des symboles abstraits. Et c'est ça la base. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, souvent on le dit, c'est que Singapour, je n'ai pas parlé de l'histoire, parce que j'ai tellement parlé dans le passé de l'histoire, donc je voulais faire des choses nouvelles. Donc vous pouvez voir d'autres conférences où j'ai parlé de l'histoire. Mais quand ils ont construit entre les années 80 et 95, pendant 15 ans, ils ont regardé les recherches, mais surtout ils ont regardé les recherches en pédagogie, dans l'enseignement, et puis les retours des terrains pour voir la réalité des enfants. Et ce qu'on dit souvent, c'est que, waouh, ils ont fait des choix qui, maintenant, depuis les 20 dernières années ou 10 ans, c'est confirmé par les sciences, par les recherches en neurosciences. Et c'est ça qui est intéressant. Mais bien sûr, ils évoluent chaque fois qu'il y a des nouvelles recherches, bien sûr, chaque nouvelle édition. Donc, on va explorer pi. Alors, vous avez peut-être vu ça à la télé, parce que je l'ai fait sur Yann Barthès, et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens ont appris pi là, mais peut-être vous ne l'avez pas vu. Donc, je demande, qu'est-ce que c'est pi? On me dit 3,14. J'ai fait ça aussi sur une autre télé, maison des maternelles, et on m'a dit 3,14. Je dis, mais c'est quoi 3,14? Ça vient d'où ce nombre? Eh bien, c'est pi. Voilà comment on répond. C'est drôle. Ben non, c'est pas drôle. Mais c'est drôle souvent dans la société d'être pas bon en maths, mais être pas bon en langue ou en écriture ou en orthographe, c'est pas permis. Mais être pas bon en maths, on peut et c'est dommage, hein, c'est dommage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais venir tout le monde avec des éléments circulaires de la maison la veille. Ça, c'est des enfants avec qui j'ai travaillé à Barcelone. Et si quelqu'un a oublié, je donne la corbeille à papier. Comme ça, il y a des petits bouchons, il y a des grands, et puis il y a même des hula hoops, comme ce groupe qui avait apporté un hula hoop. Bien. Donc, je leur donne, pour mes étapes concrètes, je leur donne du ficelle et ficelle et un ciseau. Et donc, ils ont 2 choses à faire. Ils doivent mesurer le diamètre de leur cercle. Ils coupent la petite ficelle, mesurent la circonférence, ils mettent la petite ficelle. Et chacun, quelle que soit la taille, petit ou grand, ils doivent prendre le diamètre et voir combien de fois ça rentre dedans. J'ai fait ça en 3 minutes à la télé, même moins, et les gens étaient « Waouh, c'est ça 3,14 ?» Ce petit truc, c'est quoi? C'est le 0,14. Donc c'est quelque chose de fort, parce que tous les cercles, tous, à toutes les tailles, sont reliés par ce nombre magique. Il a fasciné les mathématiciens depuis toujours. Et encore aujourd'hui, il y a la compétition pour voir combien de chiffres après la virgule on peut trouver. On est dans les milliards. Bon. Et seconde étape, les enfants le dessinent. Ça vient de mon livre où j'ai un peu refait les images que j'avais prises. Et un petit a fait ça, que j'aime beaucoup. Il a fait le cercle, il a mis 1D, 2D, 3D, et là-haut, il dit « extra ». Vous voyez? Extra. Vous ne savez pas comment écrire extra. Bon, donc il y a une façon de se souvenir que c'est 3 fois. Et puis, la dernière étape, quand ils sont plus grands, au CM, on mesure. Hein, au lieu de couper la ficelle, on mesure avec le mètre ruban. Chaque groupe donne les mesures et on calcule à la fin et on voit qu'il y a quelque chose de commun, quelque chose à peu près 3. Eh bien, donc le pi, pour les grands, c'est le rapport de la circonférence au diamètre. Et pour les petits, parce qu'on peut faire ça avec le cycle 2, qui ne peut pas faire ça? 2 ficelles et voir la relation. C'est de l'entrée dans la proportionnalité pour les petits. Ils ont déjà des idées de proportionnalité. On dit, par exemple, le nombre de fois que le diamètre s'inscrit autour. 1,
2, 3, comme a fait le petit avec son extra. Voilà. Donc ça, on ne va jamais l'oublier parce qu'on l'a fait. Et donc, c'est une petite expérience du concret imagé abstrait. Un exemple de CP, parce que PI, c'est un peu plus... c'est au collège, ou au cycle 3. Mais je crois qu'en France, on fait ça au collège. Donc, au CP, voilà un problème qui n'est pas évident et qui est donné à peu près en janvier-février, la fin du premier fichier. Et donc, vous voyez bien que c'est une comparaison. Alors, l'image, c'est ça. Donc, on donne à l'enfant, donc c'est la représentation verbale où on en parle. Ensuite, on leur donne les cubes, soit déjà prêts, soit ils construisent. Et puis, ceux qui, il y a différentes façons, ils vont décomposer, les comparer un par un, par exemple. Ça, c'est la phase concrète. Ensuite, la représentation qui devient une image, mais vous voyez, quand on dit imager, ça peut être vraiment une image, une photo, mais ça peut être aussi une image avec un matériel. Donc, ils construisent le 9 et le 6, et puis l'espace là, qui est vide, et ce vide est difficile, parce que c'est les 3 blancs qu'on cherche. Ils ne sont pas là. C'est pour ça que la différence, la comparaison additive est difficile. Parce que la différence, on parle de quelque chose qui n'est pas là. Donc, je le matérialise avec du blanc pour l'élève et il voit que c'est la différence. Après, on comprend que c'est 9 moins 3, 9 moins 6, ou on utilise 6 plus 3 égale 9, hein, l'inverse, et je vois la différence. Parce qu'on sait de Davidov, Vassislav Davidov, le russe, grand didacticien, qui disait « Les longueurs n'intéressent pas les enfants, c'est les hauteurs. Parce que moi, je suis plus grande que mon ami, je suis plus grand. » Et donc, quand on compare des nombres, des quantités, c'est la hauteur, pas la longueur. C'est des petits détails, hein, mais on intègre tout. Deuxièmement, c'est la résolution de problèmes. Il y a un bon nombre de problèmes, mais à l'école primaire, on est surtout dans les problèmes arithmétiques. Donc, je vais me focaliser seulement parce que dans les guides du ministère, c'est les problèmes arithmétiques. Donc, on va regarder quelques aspects des problèmes qui sont importants. Il y a 3 rôles. Premièrement, on enseigne les maths pour résoudre. Ça, c'est le rôle le plus classique. On va tester leur connaissance par des problèmes. Donc, ça, vous le savez. Mais aussi, on fait la résolution en tant que problème. C'est-à-dire, on donne un problème, et on enseigne des maths à travers un problème. It's a teaching element, c'est pour enseigner. Et puis le 3e rôle, c'est en tant que compétence, c'est-à-dire on enseigne à résoudre. Vous voyez, il y a 3 rôles. Le premier, vous n'avez pas besoin d'exemple parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait, et parfois la seule chose. La deuxième, c'est en tant que moyen. Eh bien, cet exemple peut être utilisé à au moins 3 niveaux. Si on veut enseigner, par exemple, comment on trouve le périmètre, les enfants explorent, on a un papier centimétré, et ils voient que c'est toujours la longueur et la longueur et la largeur. Eh bien, ils vont dire, et ça m'arrive avec des enfants de CE1 même, sur le géoplan, ils disent c'est 2, et puis c'est 3, et puis comme c'est double, ça fait 2 et 3, 5, 10. Ils ne vont pas faire 2 plus 3 plus 2 plus 3. À force de le faire, on voit. Donc ça peut être le périmètre, ça peut être l'air. On regarde, on compte d'abord, et après on fait un lien entre le nombre de petits carrés et les côtés. Donc on découvre. Et puis, au collège, on peut donner ça et demander quels sont les rectangles semblables. Une notion plus difficile. Lesquels sont semblables 2 à 2 et pourquoi et comment tu peux le prouver. Donc ça, c'est un exemple où on utilise un problème pour enseigner au moins 3 idées à 3 niveaux différents. Le 3e, c'est ce qui est très connu, c'est la méthode en barre, c'est-à-dire une technique qui aide les élèves et qui est un pas vers l'algèbre aussi, qui aide les élèves à voir un problème difficile, celui-là est un problème de CM1, où il y a 2 fractions. Il y a des gens qui commencent à dire « mon cœur bat, j'ai la chaleur parce que je revis mes angoisses de fractions. » Mais ils me le disent. Et donc, on a 3 phrases, 4 phrases, on a un entier, on a 2 fractions. Comment faire ? J'abandonne, c'est trop long, je ne comprends pas. Eh bien, on va regarder la méthode en barre, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. On discute d'abord des mots, les adultes, les enfants, femmes, hommes, enfants, garçons, filles. OK.
Donc, je demande au prof, au formateur, vous donnez quelle note de difficulté. D'habitude, c'est un 8, 9, 10 et parfois c'est un 12, 15. Ça dépend, ça dépasse. OK, regardons. Vous avez eu le temps de regarder les données. D'accord? Donc, voilà les gens au pique-nique. Un quart sont les enseignants. Donc, un quart, c'est 6. La dernière phrase ou l'avant-dernière me dit 6. Ensuite, un sixième du reste. On est après tout au primaire. On demande un sixième parce qu'on peut facilement faire des sixièmes à partir de 3 parts. On ne peut pas trop faire si j'avais 5 ou 4. Et donc, ils vont couper chacun en 2. Et j'ai les parents. Mais c'est combien? Eh bien, chaque quart est égal. Donc, je coupe un des quarts en 2, ça fait 3. Et ça veut dire que le reste est l'inconnu, les enfants. Mais chaque reste, chaque unité, ces petits rectangles, c'est des unités, ils les appellent, c'est 3. Donc, on a 3 fois 5, 15. Et là, vous avez un exemple d'un modèle en barre simple qui rend un problème jugé comme un 8, 9, 10, un 2, 3, 4, parce qu'il est tellement clair. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, qu'ils apprennent dès le CP, avec des barres en 3D, des cubes emboîtables. Et au CE1, c'est l'écriture, c'est le dessin. D'abord, au CE1, c'est fait pour eux, et puis peu à peu, ils complètent des parties avec des question marks, des coins. Et puis, quand ils arrivent au CM1 et CM2, ils construisent aussi, à partir de 0, ex nihilo, leur méthode en barre, leur modèle en barre. Ça s'appelle bar modeling. Hein? Et puis ici, on l'a traduit en modélisation en barre. Un dernier mot que je voulais ajouter sur les problèmes, parce que je suis contente de cet élément. Chaque fois, il y a une nouvelle édition. Comme il y a eu des programmes, on a une nouvelle édition. Je suis à la fin de ce travail. Et donc, j'insuffle des nouvelles idées, des nouvelles, à partir des recherches, bien sûr, des modifications. Donc, j'ai vu, à travers ces années que je suis là seulement depuis 2016, hein, et je travaille sur des formations un peu partout, en France et ailleurs, sur les maths en général, et souvent c'est sur la méthode de Singapour, parce que plein de pays l'ont adopté et adopté puis adapté. Et donc, les enfants pensent qu'un problème mathématique a toujours une solution. Et ça, il faut vraiment casser ça dès le début. Donc, à partir du CE1, j'ai mis des séances qui s'appellent un problème, 2 points, plusieurs stratégies, plusieurs solutions. Il faut, bien sûr, beaucoup de problèmes qui sont simples ont une solution, mais il faut leur donner des problèmes avec différentes stratégies pour célébrer les différences et différentes solutions. Ah là là, il faut que je... Et 4, une construction profonde du nombre. Alors, vous avez eu plein d'informations sur la construction du nombre, donc c'est très long à parler, mais ce que je veux dire, tout simplement, et vous pourrez lire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils pensent que connaître un nombre, c'est 1, savoir l'écrire, en chiffres, en lettres, et le dire. 10, par exemple, ou 12. C'est beaucoup plus. Et voilà un schéma qui vient d'un de mes livres où j'ai marqué toutes les choses qu'il faut connaître. Il faut connaître les nombres comme ils décrivent le monde autour de nous, les comparer, les placer sur la bande numérique. Et donc, on passe des années à découvrir. Et chaque fois, chaque année, on apprend plus de propriétés. Et c'est rien à voir avec toutes les propriétés qu'on va voir au secondaire, comme les nombres abondants et les nombres irréels et les nombres irrationnels, tous ces mots. OK. Quelques attitudes. D'habitude, je commence avec ça, mais je voulais rentrer dans les maths pour être sûr d'avoir le temps de les faire. Mais les attitudes sont importantes et ils jouent un grand rôle. Si vous vous souvenez du Pentagone, c'était en haut. Et ce n'est pas par hasard que c'est en haut du Pentagone. Parce que si nos attitudes sont négatives, alors on a beau être bon en maths, on ne va pas y aller. Et il faut les engager par le plaisir. Donc, premièrement, et ça vient de confucianisme, c'est-à-dire, moi j'ai été élevée moi-même en Asie, au Vietnam, et j'ai pris le goût au primaire, tout le primaire, par une spécialiste en maths. Et là-bas, comme dans tous ces pays de l'Asie du Sud-Est, on n'y a pas de dichotomie de bon en maths, mauvais en maths, matheux et littéraire. Ces dichotomies néfastes, parce que les enfants s'approprient ces étiquettes. Et ils se donnent le droit de ne pas être bon, parce qu'on m'a dit « je suis littéraire ». Non, on peut être analytique et créatif en même temps. Donc,
Carol Dweck, vous connaissez, je suis sûre, parle de growth mindset. Je développe, je crois, je change. Puisque j'ai fait une erreur, ça ne veut pas dire que je suis nulle. Je vais apprendre, je peux faire tout ce que je veux. C'est une culture de l'effort, et ça me relie à la conférence d'il y a 2 mois, le professeur Menger qui a parlé de l'effort. Et l'idée là-bas, c'est que tout le monde peut réussir si on travaille, on fait un effort très important. On n'est pas né, et malgré le magnifique livre de Stanislas qui est La bosse des maths, il a voulu démontrer, puis redémontrer 15 ans après que il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la bosse des maths sous l'occipital ici. Là. C'est un endroit où ils pensaient que les gens avaient une petite bosse qui reflétait le cerveau et qui était bon en maths. Non, on a tous la capacité, mais ça perdure et c'est destructif pour nos enfants et nos parents et nos profs. Tout enfant est capable de réfléchir et tout enfant a sa place au festin des mathématiques de la classe. Ils sont au festin, ils apprennent ensemble et ils forment une communauté d'apprenants qui s'aident. On ne se moque pas, c'est OK d'avoir faux et on a tous une voix. On peut tous contribuer de façon ou d'une autre à un aspect du problème. Il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a ceux qui taisent et qui se sentent marginalisés et qui sombrent dans un enfer de frustration et d'échec. Il n'y en a pas. Tout le monde est soutenu. L'attitude et la croyance que les maths sont belles, qu'elles sont importantes, qu'il y a de la valeur et qu'elles nous rendent puissantes et qu'elles sont utiles. Et toutes ces choses, ça se passe par les profs. Parce que nous-mêmes, il faut qu'on pense. Les profs, si on est prof ou prof d'enfants, si on est parents, grands-parents, on enseigne tellement à nos enfants, à nos petits-enfants. Quelle est notre perception des maths? C'est quoi les maths pour nous? Il faut se poser ces questions. Parce que notre croyance, ce qu'on croit, pas dans le sens religieux, what we think, what we believe, ça se passe, ça se transmet. Donc il faut qu'on analyse ça. Donc c'est très travaillé. On raconte des histoires. Les histoires, on a parlé des histoires de division, mais les histoires, Jean-Paul Sartre l'a dit, tout le monde l'a dit, nous sommes des êtres qui adorent des histoires, les enfants surtout, parce que les histoires émerveillent les enfants. Donc, par exemple, on raconte cette histoire du petit Gauss qui a été puni parce qu'il était un management problem, il était terrible, il ne laissait pas enseigner le prof, et il lui a puni pour additionner la somme des 100 premiers nombres. Eh bien, il a fait en 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose, il a vu une régularité. Vous pouvez voir ça en ligne. Eh bien, c'est devenu le grand mathématicien, et entre autres, il nous a donné la formule pour la somme des 100 premiers nombres. Très facile. Peut-être ça va les exciter, les instiguer, les inciter à faire la somme des 10 premiers nombres, comme a fait Gauss, pourquoi pas? Et ils auront trouvé 5 fois. Ça, c'est une façon intelligente de faire, et pas faire 2, et puis ajouter le 3e nombre, et le 4e. Ça, c'est thinking mathematically. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut. On veut des enfants qui pensent. Histoire émerveille les enfants, racontée au collège ou au lycée. L'histoire d'Ératosthène, qui a trouvé la circonférence de la Terre, il y a 2000 ans, presque, environ, et qui a trouvé une erreur d'à peu près 600 km seulement. Toute une histoire, là aussi vous pouvez chercher, il y a des vidéos là-dessus. Il a trouvé la distance entre les deux avec des bémétistes qui ont fait marcher dans une ligne droite, aussi droite que possible, des chameaux. Et même si c'est un mythe, c'est pas grave, c'est émerveillement. Et il a trouvé que c'est 1/50 de la distance, à cause des mathématiques, des angles alternes internes, des mathématiques de collège. Et il a multiplié par 50 et il a trouvé la circonférence de la Terre. Tellement de belles histoires. Les histoires, on raconte des histoires pour donner du sens aux mathématiques, pour comprendre le monde qui nous entoure, pour enchanter, pour communiquer, pour relier les gens et pour donner du sens aux mathématiques. Revendiquer le droit à l'erreur. L'erreur est un outil d'apprentissage. La grande dame Jo Boaler de Stanford qui dit « Mistakes make the brain grow ». Si on ne fait pas des erreurs, we're not going to grow. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc on ne stigmatise pas une erreur. On ne dit pas « c'est faux ». On dit « tu as fait faux, tu as compris ton erreur, maintenant c'est bien que tu as fait faux, parce que maintenant tu comprends ».
Et j'aime beaucoup cette citation de Christian Bobin, je vous la laisse lire. On ne peut pas nous ternir, on a tous fait des erreurs. Voilà un exemple d'erreur qui arrive tout le temps. Et je donne ça, c'est assez difficile, hein, parce que l'axe de symétrie, elle est diagonale. Alors, ils n'ont pas toujours l'idée de tourner le géoplan, ils le laissent comme ça, donc ils regardent comme ça. Et je veux la symétrie de cette forme. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas parallèle à l'axe. Eh bien, voilà les deux résultats que je trouve tout le temps, toujours, adulte comme enfant. Alors, je ne vais pas dire c'est faux, c'est juste, ce n'est pas intéressant. C'est regarder d'abord lequel est juste. Alors, on explique, il faut regarder. Donc, on prend celui de gauche, on met vertical et on compte la distance point par point, par exemple. Ou on fait, s'ils sont petits, on le trace sur un papier géoplan et on peut le plier et on voit que ça se superimpose. À droite, c'est pleasing to the human eye. Ça veut dire, ça fait plaisir à l'œil. Quelque chose nous attire. Pourquoi? Parce que la forme a été conservée, donc c'est un isomorphisme. Mais ce n'est pas une symétrie. Alors, au lieu de dire non, moi je dis, cet élève n'a pas regardé ou pris compte de l'axe. Il a répondu, ou elle a répondu à la question suivante. Et la question suivante, c'est la translation. Si j'enlève la droite, qui est l'axe de symétrie, et je connecte les sommets correspondants, j'ai la translation. Et la translation, c'est quelque chose qu'on enseigne au lycée. Donc voilà, on peut enseigner souvent en prenant. Donc il faut vraiment prendre les erreurs des élèves, leur demander la permission poliment. Est-ce que je peux prendre ton erreur pour m'aider à enseigner? C'est ce que je fais. Et s'ils me donnent la permission, parce que je leur dis, tu vas aider beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants avec ton erreur. Et si elle dit oui, je montre. Ou si il dit oui, je montre. Donc, cultiver le plaisir, il faut qu'on remplace l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, avec le plaisir de faire des maths. Et ne pas oublier que les émotions sont, donc les aires des émotions, et Stan me corrigera si j'ai faux, sont liées à la mémoire. Qui ne se souvient pas où il était, où elle était, quand les tours de New York sont tombées? On a tous le souvenir, parce que l'émotion était tellement forte qu'on a le souvenir d'exactement d'où on venait et où on allait. Moi, je me souviens, j'allais à Narbonne pour faire du vélo. Donc, voilà. Les émotions. Donc, si les émotions sont fortes, positivement, ils vont se souvenir. Et la phrase en bleu vient du livre Apprendre de Stanislas. Il faut associer plaisir, apprentissage, surtout en maths. Et the limbic system. Bien. Alors, très bien, ça va. Les mathématiques vivent... Alors, je vais parler maintenant des... Alors, est-ce que j'ai oublié là? Oui, j'ai oublié. Oui, les compétences. Ça devait être après ça, pardon. Excusez-moi. Ce slide venait après. Bon, donc, au centre, nous avons le programme. Dans la plupart des pays, ce sont les grandes idées. Mais tout ce qui est autour, ces compétences physiques et mentales de haut niveau, qui font vivre les mathématiques, qui font interagir les enfants avec les mathématiques, qui prennent le livre entre la première et quatrième de couverture, où souvent on pense que les maths vivent, alors qu'un roman, une histoire, et un film, on en parle et on s'excite. Mais les maths, il faut ouvrir la page 35. Non, il faut vivre les maths en communiquant, en expliquant, en représentant, en justifiant, en modélisant, en résolvant. Voilà, tous ces verbes. Donc, je voudrais regarder une, par exemple, justifier. Justifier, c'est le début de raisonner. On raisonne. On ne dit pas oui, c'est ça, ou non, c'est pas ça. On dit pourquoi. Donc là, c'est un problème, je vous laisse lire. C'est un enfant de CE1, c'est un problème, et c'est pas facile. Alors je vous laisse, combien de cartables Tom a vendu le plus le samedi que le dimanche, ou le vendredi que le samedi? Okay? Eh bien, regardez les différentes explications d'un enfant de CE1. Alors, c'est sur la ligne numérique, j'ai compté à partir du 17 jusqu'à 24. 34. Ce n'est pas très efficient, mais ce n'est pas grave. C'est la première fois et après, on choisit les stratégies les plus efficientes, les plus expertes. Une autre a dit, j'ai découpé, j'ai fait 17 à 20, 20 à 30, 30 à 34. Et ça, c'est un petit rappel, je voulais vous dire que depuis qu'ils sont au CP, on additionne et on soustrait sur la bande numérique.
Parce qu'au collège et au lycée, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z est central en mathématiques. Il faut exploiter la bande numérique dès les petites classes. Troisièmement, cette personne a dit que je sais que 15 et 15 font 30, donc 34, c'est 2 et 2 de plus. Donc il a trouvé 17 et 17 en utilisant les doubles. Celui-là, il a fait une méthode en barres, c'est-à-dire a fait 2 barres et a vu la différence. Mais il a fait un calcul intéressant. De 17 à 27, de 27 à 37, ça fait 20, et j'ai enlevé 3. Parce que ce n'est pas sympa de faire 34 et de poser moins 17. Ce n'est pas sympa parce que le 4 est plus grand, le 7 est plus... Pardon, le 4 est petit et le 7 est grand, donc on ne veut pas faire ça. Et souvent, les enfants changent, ils inversent. Et le dernier, et ça arrive tout le temps, mais une personne a fait ça. Quand ils font les additions, ils construisent les deux nombres avec les blocs de base 10. Ils ont le 34 et le 17. Et quand ils additionnent, ils le mettent ensemble. Et quand ils soustraient, souvent, même les guides pédagogiques, parfois, j'ai vu dire, quand tu soustrais, tu ne construis pas le deuxième nombre. Tu construis le grand et tu enlèves le petit. Mais ça veut dire quoi? Qu'on favorise le sens du retrait. Mais le retrait, c'est un sens de la soustraction qui est très bonne au début, mais ce n'est pas le sens qu'on utilise plus tard. En algèbre, la différence entre x1 et x2 sur une droite, c'est la distance. C'est la différence, ce n'est pas un retrait. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le vert sur le bleu, donc premier étage bleu, deuxième étage vert, et a vu, sans rien faire, la magie de la réponse. Il y a un 10 et un 7 en bleu qui ne sont pas couverts. C'est la différence entre les deux. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, les petits génies si on les écoutait. Processus, mais c'est vrai. Alors, pendant que j'écrivais ce livre qui explique, parce que tout le monde me demande toujours d'expliquer, alors il y a l'histoire, il y a la recherche, et ça, je n'ai pas voulu tout faire ça, j'ai choisi des éléments. J'ai fait un truc sur, j'ai cherché le mot « analyser », et en grec, le mot « analyser », « analysis », veut dire en fait décomposer le tout en ses parties, regarder les parties puis les remettre. Et le décomposer et recomposer, c'est quelque chose qu'on fait partout en mathématiques. C'est un article que je suis en train d'écrire pour montrer que dans tous les domaines et à tout niveau, on fait ça. Je vous donne quelques exemples. Là, quand on a un pattern, un enfant de CP, il va décomposer pour voir le truc répétitif. Pour les décomposer, quand on a un cube, il est en 3D. Mais quand on le décompose, il a des faces qui sont 2D, des arêtes qui sont 1D et des points, des sommets qui sont 0D. C'est pas beau ça? Quand j'expliquais ça dans une classe avec des kindergarten, il disait 3D, il y avait un cube. Et puis j'ai dit, ces faces, c'est des 2D. Après, il me dit, is there a 1D? Et puis j'ai montré les arêtes. Et après, is there a 0D? C'est incroyable, parce que la curiosité, elle est là. Si on va de 3D to 2D, il y a sans doute des 1D et des 0D. Donc je lui ai dit, il a compris ce qu'il a compris. Troisièmement, quand on fait la multiplication, au milieu, quand on la décompose, parce qu'à gauche, c'est la façon dont on le fait, mais on ne voit pas, c'est un peu caché. Là, on a 4 produits, 30 fois 20, 30 fois 4, 4 fois 20 et 4 fois 7. Les 4. On voit et on décompose en produits partiels pour avoir le produit total. Au CM1, CM2, quand on a des formes différentes, qu'on veut trouver l'air, on décompose la figure en demi-cercle, carré, rectangle. Quand on regarde des formules, par exemple, d'associativité de la multiplication, on peut le décomposer, faire un cube et voir à gauche 4 fois 3 fois 2, et à droite, voir 4 fois 3, donc 12 fois 2, 2, 12. Donc, on peut prendre le même solide et montrer, en les décomposant, une propriété algébrique. Et enfin, au collège, quand on veut calculer la somme des degrés dans un polygone, qu'est-ce qu'on fait? On décompose en triangle, et on sait que chaque triangle a 180 degrés, donc on multiplie par 3 dans ce cas. J'arrive à la fin, ça va, ces exemples? OK? Chacun est différent, mais il y en a plein d'autres. L'autre chose, mais je vois que je ne peux pas, c'était faire des liens, mais ça va être pour une autre conférence. La pensée algébrique,
C'est, comme a dit Stan, c'est un de mes dadas, on va dire. Ça fait des années, depuis mon premier livre en 2012, parce que le mouvement de Early Algebra est international et très discuté et important aux États-Unis, Algebraic Thinking, et je suis ravie que les nouveaux programmes parlent de la pensée algébrique. Malheureusement, c'est seulement au cycle 3, ça peut commencer dès les petites classes. Donc, j'ai 2 exemples, peut-être je peux les faire les deux. Un de CE1, c'est on apprend les nombres pairs et impairs. Donc, pour les nombres pairs, ça c'est la fin de la séance, quelqu'un a fait ça, je vais revenir, mais pour les nombres pairs, c'est les jaunes. Je leur montre un bus de Hong Kong, parce que moi-même, quand j'étais à Hong Kong, quand j'étais petite, j'étais fascinée par les bus rectangulaires, parce que je venais de l'Amérique. Après, je suis passée en Asie en 4-5 ans, et j'ai vu que c'était vraiment rectangle. Je ne savais pas que ça venait de Londres, je n'avais pas encore été à Londres. Donc voilà, les rectangles, donc, c'est des bus à 2 étages. Donc il y a 2x2, 2x3, 2x4, et ils les construisent, et on en parle. D'abord, c'est les couleurs, ensuite, c'est les formes, mais après, ils voient que c'est une structure. C'est toujours 2 groupes de. Et puis pour les trucs en orange ici, les nombres impairs, on les construit et je donne comme image, pas le bus, mais un transporteur de voitures. Donc ça, c'est la cabine toute seule, ça, c'est avec 2 voitures, 4 voitures, 6 voitures, etc. Donc, il voit la construction géométrique et il voit la construction algébrique. On voit que ces 2 groupes égaux, ça donne 2n. C'est ça qui va avec le temps. Ils ne disent pas 2n, mais ils disent 2 groupes égaux. Et pour les nombres impairs, ils disent 2n plus 1. Ils disent 2 groupes et 1 de plus. Hein? Et donc, ça les aide à garder une mémoire de l'image mentale qui, attendez, regardez, je vais vous montrer ça, qui, si on fait un saut rapide au lycée, quand ils doivent montrer que 2 impairs donnent un nombre impair, ils ont déjà fait la manipulation avec un impair de leur et un impair d'un voisin de couleur, ils le retournent. Bien sûr, ce n'est plus le chauffeur parce qu'il serait sur sa tête. Donc on passe à l'abstrait ici, ou à semi-abstrait, parce qu'on n'est pas encore dans l'abstrait. Et cette démonstration, que vous avez tous fait à l'école, qui dit 2n plus 1, 2m plus 1, c'est les 2 nombres impairs, on les additionne, etc. Et ces les 2 chauffeurs se retrouvent au milieu, ils font encore un groupe de 2, on met tout en facteur et on a un nombre pair. Donc ils apprennent que 2 camions donnent un nombre pair, qu'un bus et un camion, il y a toujours le camion, la cabine qui est seule, et 2 impairs donnent un pair, 2 pairs donnent un pair, et un des 2 donne. Si j'ai un impair et j'ai un pair, ça reste un ampère. D'accord? Donc, je voulais, je ne sais pas si j'ai le temps de l'autre, mais c'est pour dire qu'ils ont la forme géométrique et la forme algébrique en même temps. 2n plus 1, elle construit vers, mais la géométrique ne la parle pas. Et ce que je voulais dire ici avec la découverte d'Alexandre, et c'est une belle façon de terminer, c'est que Stan est d'accord avec moi là-dessus qu'il faut croire en chaque enfant qu'il est capable de réfléchir mathématiquement. Ça, m'est arrivé, c'est dans un de mes livres, parce que j'ai enregistré. C'était à la fin d'une séance avec 4 classes, et c'est tous second grade, donc CE1. Et à la fin, première séance, on n'avait pas encore regardé les chiffres. Parce que vous savez, on apprend un nombre pair, c'est un nombre qui se termine en. Un nombre impair se termine en. Mais ça, c'est cosmétique, c'est visuel. Ce n'est pas la structure, ni algébrique, ni mathématique. Je ne sais pas que dans 21, il y a 2 groupes 2 plus 1. Ou que dans 83, il y a 2 groupes 2, quelque chose, plus 1, 41 plus. Donc celui-là, il dit, j'ai mis les voitures sur le highway. Et Dr. Monica, 0 is odd. 0 est pair. Alors moi, étonnée, je dis, professeur, viens. Donc le professeur arrive, alors les enfants ne comprennent pas, mais professeur, c'est lui qui professe. Donc il dit, j'ai mis mes camions et mes bus sur l'autoroute et j'ai vu que ça va pair, impair, pair, impair. Donc il a vu l'alternance. Et ça a été fait grâce aux couleurs. Si c'était n'importe quelle couleur, il n'aurait jamais vu ça. Bon. Et puis il dit, avant le 1, il n'y a rien. Mais s'il y avait, donc il est déjà dans l'abstraction, ce serait un 0. Mais il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là, mais il est vrai. Et il serait jaune. Et moi, je ne dis pas bravo, je dis une question, Alexandre. On a vu que tous les jaunes
jusqu'à 10, jusqu'à 12, c'est 2 groupes de quelque chose. Est-ce que le 0 rentre dedans? Vous voyez la généralisation? Est-ce que ça rentre dans ça? Et vous savez ce qu'il me dit? That's easy. 2 times nothing is nothing. Donc, il a compris, ça c'était sa langue, son langage naturel, mais il a compris que c'est 2 fois 0 égale 0, donc c'est 2n. That's easy, il dit. Il a vu ça. Donc voilà. Do not underestimate. Ne sous-estimons pas nos enfants. Et donc voilà, je voulais terminer avec les mathématiques, c'est une aventure. Si vous aimez la marche, moi j'adore découvrir. On découvre les lacs, les montagnes, les rivières, les sapins, et tout. Eh bien, les mathématiques, on va à la découverte et on va avec eux. On n'est pas là pour leur dire comment faire ou dire comment penser. On les écoute, on les met dans la bonne route, bien sûr. Il y a toujours l'expertise. Mais ce qui est important, c'est qu'ils contribuent, c'est qu'ils parlent, c'est qu'ils aient des idées, qu'on développe des enfants qui réfléchissent. Mathematical thinkers. Les mathématiques, ce n'est pas une porte fermée, mais une porte ouverte vers un futur glorieux. Merci pour votre attention. Bien, je crois que vous avez tous perçu l'enthousiasme de Monica pour les mathématiques. Il est très perceptible et aussi l'intérêt de montrer visuellement les mathématiques concrètement, puis ensuite sous une forme imagée, avant d'arriver à une méthode abstraite, à une représentation abstraite. C'est ce qui est fait systématiquement à Singapour. J'ai retrouvé dans ton exposé beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même. D'abord, j'ai eu un professeur, moi je peux le dire, qui a fait exactement ce que tu as dit pour apprendre le nombre pi. Donc j'ai appris le nombre pi, je crois comme ça, en 8e, je crois. On a amené nos vélos en classe et on a mesuré le diamètre et on n'avait pas tout à fait la même chose que toi. Ce que j'aime bien, qui est de poser la ficelle pour voir qu'il y a 3 fois. Nous, on a fait la division en classe, mais enfin, on avait un premier tableau de données. J'ai vu que ça faisait 3,1 et je m'en souviens encore. Oui. Quand un professeur fait ce genre de choses, on s'en souvient encore 50 ans après. Voilà. C'est absolument frappant. Et je crois qu'on l'a vu dans ton exposé, il y a des choses très frappantes qu'on n'oublie pas. Je serais curieuse si quelqu'un levait la main si vous avez fait cette expérience à l'école. Je serais curieuse, à l'école. 1, 2. De voir 3. le nombre pi, oui. Wow, vous voyez, c'est très peu. Hein. C'est peu. Hein. Alors que c'est ce qu'on fait. C'est à la fois facile et d'une grande beauté. Hein. Ouais. Et alors, même chose pour la méthode en barre. J'ai eu la chance d'aller à Singapour en novembre, passer plusieurs jours, et de visiter le ministère, visiter des classes. Et les élèves pensent spontanément à faire les barres exactement comme tu nous l'as montré. On leur a enseigné explicitement. Il faut quand même dire une chose, peut-être tu n'as pas dit beaucoup dans ton exposé, c'est que c'est enseigné explicitement aux élèves. On ne laisse pas aux élèves découvrir tout ça. On leur enseigne de façon explicite. Quand j'avais beaucoup travaillé et donné beaucoup de conférences sur la méthode en barre, j'ai pensé que, voilà, c'est vrai. Ils expliquent explicitement. Je peux expliquer après. Vas-y, tu as non, mais c'est ça. Ils ont un format très spécifique de résolution de problèmes dans lequel ils dessinent la barre, ils dessinent les sous-barres comme tu l'as fait, et ils apprennent que toute une série de problèmes peuvent se résoudre facilement de cette manière-là, que l'inconnu, c'est comme une barre. Et qu'on va la diviser, on va retrouver toutes les opérations successives. Oui. Bref, il y a beaucoup d'idées à prendre pour notre enseignement en France, je crois, même si ce sont des choses qui sont assez naturelles et qui existent déjà dans beaucoup de manuels, et notamment dans le tien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet pour Monica? Oui. Peut-être Antoine, tu peux amener le micro. Merci. Bonjour, merci. J'aurais 3 questions en fait. Il se trouve que je ne suis pas enseignant, mais j'enseigne un peu à temps partiel. J'ai un autre métier. J'enseigne de temps en temps dans des collèges et des lycées, et également à des enfants qui ont des difficultés, qui sont de l'ASE, c'est-à-dire les enfants qui sont placés. Oui. Et je constate que globalement, les enfants qui sortent de la primaire ne sont pas passés par là. Moi, j'ai une majorité d'enfants qui ne savent pas compter, qui ne savent pas calculer, qui ne savent pas poser une division, une multiplication, donc ils sont perdus. Les fractions, j'en parle même pas, c'est une espèce de panique quand il s'agit d'en parler. Donc, première question, la méthode de Singapour, je suis d'accord que c'est très intuitif. Moi, j'ai un peu appris comme ça à mes enfants, j'en ai 5, ça a aidé. La question, c'est pourquoi c'est toujours pas en place? C'est-à-dire qu'on connaît le problème depuis un moment. Oui. Alors, vous êtes au conseil scientifique, oui. Et donc j'imagine que vous avez un petit peu d'influence. Qu'est-ce qui fait que ça ne perfuse pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand on arrive au stade du collège et que les gosses sont perdus,
est-ce qu'on peut rattraper? Est-ce que cette méthode est applicable? C'est-à-dire que j'ai essayé, je me rends compte, c'est très difficile. Il y a une espèce de blocage mental qui s'est produit, qui fait que les enfants ont beaucoup de mal à accepter de revenir dans une démarche concrète. Ils se sont installés dans une démarche qui est les notes, le mauvais côté du scolaire. Ouais. La troisième question, c'est comment on apprend l'étape de multiplication par la méthode de Singapour? C'est-à-dire que, est-ce que le par cœur, ça reste quand même une obligation ou pas? Super question. Alors, la première, alors vous dites, c'est toujours délicat, parce que, alors, est-ce que j'ai de l'influence? Alors, d'abord, la mission maths, c'était, comme vous le savez sans doute, c'était les années 2018, hein, c'est ça, 17-18 ou 18-19, voilà. Et Blanquer, le ministre Blanquer a été intéressé, donc il m'a fait écrire, mais des gens pensaient qu'il allait dire, préconiser, voilà. Mais il ne l'a pas fait. Et je comprends, parce que il y a c'est sacré en France, j'ai appris en venant ici, que la liberté pédagogique est sacrée. Et donc, je pense, je sais pas, je connais pas assez bien personnellement pour savoir pourquoi. Peut-être Stan, c'est mieux. En tout cas, 5 ans plus tard, quand il y avait donc Gabriel Attal en décembre 2023, il a fait une annonce. Et il m'a fait venir pour parler de la méthode, pour savoir, j'ai passé des heures à faire tout ça, à expliquer, comme a dit Stan, comment ça commence, et puis comme progressivement, on formalise de façon toujours explicite, claire. Explicite, ça veut dire quoi? Il faut rendre tout clair pour l'enfant, rien reste implicite. Et il a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Alors, moi, j'ai dit, vous me demandez à moi, j'ai répété sur le problème du sacré, quoi. Je pense que c'est ça. Il a dit, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et le 5 décembre, il a fait une conférence de presse et il a dit, tous les enfants auront la méthode de Singapour, voilà. Mais après, il y a eu les programmes. Le mot n'est pas dedans, c'est pas dit explicitement parce que, bien sûr, beaucoup de gens qui savent pas exactement ce que c'est s'en compte parce qu'on pense que c'est l'Asie qu'on importe, mais c'est pas du tout ça parce que j'ai pas raconté l'histoire, mais l'histoire est que quand ils ont construit pendant 15 ans, ils ont regardé les pédagogies qui marchaient, qui fonctionnaient depuis des décennies et ils se sont inspirés de l'Europe, des États-Unis, des mondes anglo-saxons, etc. Et donc, et on pense que c'est des mathématiques asiatiques. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Bref, le mot n'est pas là, mais je peux vous dire que l'emphase sur le calcul mental, que la résolution de problèmes de façon avec des modèles, qu'on enseigne les modèles, et j'aimerais parler une seconde là-dessus tout à l'heure si vous voulez bien. Troisièmement, que les fractions, j'ai déjà dit, fractions commencent au CE1, que les données, la collecte, l'analyse et la représentation des données, après tout on est dans le big data, ça commence dès le CP. Le calcul mental, voilà, plein d'aspects sont inspirés, on le sait. En plus, quand le Conseil supérieur des programmes construisait leur programme à tous les niveaux, ils m'ont appelé pour me parler comment on fait ça. Comment on fait ça? Donc, j'ai donné des idées pendant une journée. Je n'ai pas passé des heures avec eux, plus d'une journée. Donc, c'est pour dire que c'est là-dedans, c'est dans les programmes. Mais peut-être, dans ces nouveaux programmes, on a fait un grand saut. Hein? C'est très avancé par rapport à ce qu'il y a avant. Mais ce qu'il faut, c'est accompagner les profs de formation, de qualité, parce que c'est beaucoup. Alors, pour le calcul, vous avez parlé, donc ça, c'était le 1. Le 2, c'était, est-ce qu'au collège, on peut les récupérer? Alors, il n'y a pas de réponse, mais on va dire que généralement, si un enfant, si la flamme mathématique est éteinte, c'est difficile de la rallumer, généralement. Mais ce Arthur Arvila et d'autres, ils n'étaient pas bons jusqu'en collège, et arrivés au collège, un prof les a rattrapés et ils ont adoré. Ça arrive aussi. On va dire que c'est les deux exceptions. Mais en général, on dit on explique que
le programme est construit, comme a dit Stan très bien, que ces modèles en bas, que c'était un exemple de CM1, on commence dès les petites classes. Dans les petites classes, on fait quoi? On a un 8, on a un 9, ou on a un 6 et on a un 8. Comme je vous ai montré, on compte 6 cubes, on compte 9, après on fait peut-être une barre, on les met debout, on les allonge, on voit la différence, on met bout à bout, on voit la somme. Donc, au début, c'est en 3D, et c'est au CE1 que ça commence en 2D. Donc, quand on arrive au sixième, on n'a pas tout ça, parce que chaque classe se construit comme, sur l'ancienne, comme les maillons d'une chaîne. C'est ça le mot, maillon? Maillon, the link in a chain. Et s'il y a des maillons qui manquent, c'est très difficile. Donc, effectivement, c'est difficile de les récupérer. Parce qu'il y a toute une façon de voir. Par exemple, vous avez parlé de poser. J'ai adoré le fait qu'il y a beaucoup de calcul mental, parce que dans la méthode, il y a beaucoup de calcul mental. Il y en a tellement, et c'est tellement fun et ludique, que l'enfant dit lui-même, est-ce que je dois poser? Et ça veut dire qu'on a réussi. Je donne 2 exemples. 300 moins 198. Vous vous dites, oh là là, 2 zéros en haut, moins, je pose, not child friendly. N'est-ce pas? Les enfants n'aiment pas quand il y a 300 ou 3000 ou 1000 en haut, parce qu'il n'y a que des zéros, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, ces enfants, ils prennent du recul. C'est ça la pensée algébrique. Ne saute pas pour résoudre, réfléchis. Donc, ils voient 197, 300 sur la borne numérique, 197 à 200, c'est 3. Je fais encore un saut de 100, c'est 103. Une façon. Deuxième chose, j'ai plein. Je ne sais pas, Stan, dans son livre, moi je l'ai lu d'abord, que j'étais aux États-Unis, je ne le connaissais pas, c'était Number Sense. J'ai lu Number Sense en 97, je crois, c'est sorti. Après, c'était Boss des maths, mais ils sont sortis en même temps, j'imagine. And Chapter 3, Big Calculations for Little Minds, I'll never forget. Je donnais ça à mes profs que je formais. Et il dit que quand tu regardes cette table, qu'il y a 100 trucs, bien sûr que ce n'est pas la mémorisation, il faut voir les liens. Je n'étais pas prête à donner cet article sur les liens, mais c'est ça sur quoi je travaille. Donc, je donne un exemple. Il a dit dans les études qu'il fait avec les adultes, avec les électrodes, dans les labos, que même un adulte, quand une multiplication, quand un produit, un multiplication fact, on dit, qui inclut un 6, un 7, un 8 ou un 9, même un adulte prend une fraction de seconde de plus pour répondre. Parce qu'on a du mal avec le 7 x 8 et le 9 x 8, etc. Par contre, le 2, 3, 4, 5, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des liens. Tu ne sais pas 9 x 7, mais tu sais 3 x 7 égale 21. Tu connais ta table de 3. Donc, c'est 3 x 3, 9. Ah, c'est donc 21 x 3. On voit les liens. Donc, peu à peu, la réponse, c'est que ces tables, qu'on appelle table de Pythagore, il ne faut surtout pas le donner au début. Parce qu'après, ils se disent, they're overwhelmed. Ils sont, oh my God, il y a trop de choses à faire. On apprend les propriétés. Premièrement, les doubles, quand l'addition, et les carrés, quand c'est multiplication. La diagonale, non? 8 x 8, 7 x 7. Explorons. Donc, on fait des carrés. On les fait avec des petites dalles, des petits carrés. Et on comprend pourquoi les mathématiciens les appellent des carrés parfaits. Parce que c'est 3 x 3, c'est 2 x 3, c'est des carrés. Ah, I got it. Donc, on est très amis avec la première colonne diagonale, et pour les doubles et pour les carrés parfaits. Après, qu'est-ce qu'on apprend? Que les 2 triangles sont symétriques. Tout ce qu'il y a ici, il y a ici. 7 x 8, c'est 8 x 7. Donc, j'enlève ça, je suis à 45, pas 100. 45. Et après, je dessine my multiplication table. J'enlève les zéros, parce que 0 fois n'importe quoi l'absorbe. Et je l'utilise, le mot absorbant, parce que 2 fois quelque chose l'absorbe, et ça donne 0. Les 1 fois, ils les connaissent. Les 2 fois, ils les connaissent. Donc, après qu'on colorie tout ce qu'on connaît, il reste 15. Et ces 15, on les travaille, mais toujours en relation avec quelque chose que je sais. Ça, c'est... Ça vous va, ce que je viens de dire? Parce que tout le monde me demande ça. Comment faire pour... Et c'est surtout pas poser. Pourquoi? Parce que si on fait poser, pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Si on pose trop tôt, par exemple 3 chiffres,
John Van der Waal le dit si bien. Il a travaillé des années. Malheureusement, il est mort. Une voiture l'a tapé. Il courait dans son neighborhood, dans son quartier. C'est dramatique. Mais il expliquait que quand un enfant ne comprend pas ce qu'il fait, il est tellement concentré sur colonne par colonne ce que je dois faire. Donc, si c'est soustraction, je fais ci, je multiplie, je pose ça, je retiens. Il y a 3 choses à faire. Que je perds le sens du nombre. Et donc, je n'ai plus même l'idée de la réponse approximative, parce que je me concentre. Mais si on prend un recul et on réfléchit, bien sûr qu'il faut connaître les algorithmes à un moment donné, mais même vous pourriez dire, si je sais le sens des opérations, 2 sens, 3 sens, 4 sens, si je sais comment faire un calcul approximatif, de façon reliant les faits. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qui parmi nous, une fois il faut comprendre tout, mais qui parmi nous, quand nous devons par exemple faire 0,92% de 1742, qui va le faire par écrit? Aucune personne, aucune de nous, aucun. On va faire calculer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les enseigner, mais je dis qu'il ne faut pas passer des heures et des jours à faire ça. Parce que les enfants pensent que faire des maths, c'est connaître mes procédures. Non. Ce qu'il faut poser comme question, par exemple, il y avait une élève à Barcelone et elle était en 5th grade. Et le prof dit, viens travailler avec elle parce que ses parents pensent qu'elle est un génie. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle sait vraiment. Donc je dis, montre-moi, il faut toujours être positif avec l'enfant. Dis, montre-moi ce que tu sais. Ah ben, je sais faire long division. Très bien, très bien. Maintenant, je te pose une question, sans le faire à nouveau parce que je vois que tu sais. Si je prenais ce quotient-là, le diviseur, je le faisais un peu plus petit. Au lieu de 15, il était 10. Comment ça va changer le quotient? Aucune idée. I have to do it. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la soustraction. Si je change la quantité qu'on enlève, comment ça va changer la solution? Est-ce que ça va être plus grand, plus petit? Savoir comment les choses varient, c'est ça les fonctions. Savoir les relations. Savoir comment un élément change d'autre. Voilà. Et la troisième, c'était... Pardon. Je crois que tu l'as traité, c'était l'étape. J'ai répondu 3, ok. Mais je voulais profiter pour parler des méthodes en bas très vite. Vergniaud, Gérard Vergniaud, bel homme, magnifique, humain. Je l'ai connu à Washington et il est décédé il y a quelques années, 2-3. C'est lui à qui on doit les modèles multiplicatifs, le monde entier et la France en particulier. Il avait 3 modèles additifs et c'était le changement d'état, donc j'ai quelque chose, j'ajoute, je trouve, on me donne, j'achète. Ou le contraire, je donne, je vends, je perds, je mange. D'accord? Donc il y a un début, une quantité initiale, il y a un changement vers le plus ou vers le moins, et puis il y a la quantité finale. D'accord? État initial, état final. Deuxièmement, il n'y a pas de changement. J'ai 3 garçons qui sont à une table, 8 garçons à une autre. Si je les mettais tous à une grande table, combinaison, combien ça ferait? D'accord? Deuxième. Et troisième, c'était la comparaison d'état. S'il y en a 8, s'il y en a 5, combien y a-t-il de plus? Combien y a-t-il de moins? Le plus difficile. Donc il y a C. Changement d'état, je l'appelle change, lui il l'appelait transformation. Changement d'état, combinaison d'état, comparaison d'état. Singapour a simplifié. Ils ont mis les 2 premiers en partie, tout. Le deuxième, on garde comparaison. Et ce qui est très beau, c'est que quand on fait les modèles additifs, effectivement, une fois qu'ils font les problèmes, on leur enseigne les modèles. Et c'est l'enfant qui est le premier à dire, ce problème, c'est additif et c'est partie tout. Ou ce problème, c'est multiplicatif, mais c'est comparaison. Ils arrivent à identifier. Et donc, dans la colonne de gauche, où c'est additif, on a partie tout et on a comparaison. À droite, on a multiplication, division, partie tout, comparaison. Et c'est un truc que j'ai créé. Et donc, à gauche, quand c'est l'addition, pour trouver quand quelque chose manque, je soustrais. Dans l'autre, c'est la division. Quand je cherche le grand, j'additionne. Dans l'autre, c'est la multiplication. Il y a une parallèle entre les modèles multiplicatifs et les modèles additifs. Comparaison, pareil. D'accord? Donc, à la fin, il y a 11 modèles qu'ils apprennent. 5 additifs et 6 multiplicatifs. Mais ils ont des centaines de problèmes. Et ça structure
Ils savent tout de suite. Et bien sûr, la capacité de faire ce que vous avez vu avec enseignants, parents et élèves, c'est un savoir-faire qui prend du temps. Mais c'est empowering parce qu'ils voient qu'ils peuvent résoudre des problèmes difficiles. Allez, je prends une prochaine question parce que j'ai trop parlé. Absolument. Oui, c'était formidable. Alors, merci. Question. Oui, pardon. Merci. Pour situer, je suis professeur de mathématiques dans le secondaire et je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous avez pu présenter sur les cercles, la mesure de pi, etc. Et aussi, on aurait pu faire la même chose avec la trigonométrie et l'introduction du sinus et du cosinus, exactement pareil. Oui, absolument. Et voilà, donc une petite boutade en passant, 2 fois rien, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est très bien. Voilà. Et 2 sinon, fois rien, c'est pas rien. c'est Très pas bien. rien, c'est déjà quelque chose. Oui. Et sinon, donc, la méthode pour assurer quand même, elle est quand même utilisée aujourd'hui, même si on ne la maîtrise pas conceptuellement, même si on n'a pas la totalité de sa description, elle est quand même beaucoup utilisée aujourd'hui, à la fois par les professeurs des écoles, y compris en maternelle, surtout peut-être même en maternelle, et après, et y compris au collège et peut-être au lycée même, hein, Voilà. moi, je dirais. Et une question, du coup. Le passage à l'abstraction, c'est certainement la partie la plus difficile, celle qui est la plus valorisée aujourd'hui, et celle que les enfants, même quand ils comprennent ce qu'on est en train de faire, et même quand ils ont leur propre technique, ont du mal à en voir l'intérêt, et du coup à se forcer à apprendre cette abstraction et à la manipuler, et à remplacer les techniques anciennes qu'ils avaient eux-mêmes développées. Je prendrais par exemple la fraction d'une quantité. La fraction ? D'une quantité. Oui. Voilà. Et donc, ils développent des stratégies. Et quand on veut ensuite leur faire appliquer une formule parce qu'elle peut être plus pratique dans un calcul littéral ou ce genre de choses, on a du mal à les faire adhérer. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez Donc quand vous dites des choses à dire là-dessus. vous avez du mal à adhérer à l'abstraction. Alors d'abord, concept. Qu'est-ce que c'est un concept ? C'est quand on cherche la définition d'un concept en mathématiques, en logique, même par exemple Gérard Vergniaud disait qu'en didactique, c'est très difficile de le définir parce qu'on ne peut pas le grasp. Il y a plusieurs définitions. Bref, on va dire que par exemple Descartes, parce que toute la philosophie de que veut dire un concept abstrait a évolué. Lui, il a changé en une idée. Il a changé concept en idée. Donc il y a toute une évolution du sens du concept. En général, je pense qu'on dirait, nous tous, que, par exemple, quand on parlait du concept le mois dernier avec Marie Almaric, elle disait qu'un nombre, c'est un concept. D'accord ? On est d'accord. Mais le problème, la difficulté, c'est que le challenge qu'ont tous les profs, tous les parents, c'est que, oui, les mathématiques, et puis j'arrive, hein, par définition, les mathématiques, on va dire par excellence, c'est abstrait. Les bourbakistes, vous ne pouvez rien dessiner. Moi, j'avais un prof de terminale qui était neveu d'un bourbakiste à Washington. J'ai fait jusqu'au terminal. Et on avait le droit de jamais le droit de dessiner parce que rien n'était parfait. Donc, on sait que les concepts sont abstraits. Il n'y a pas de représentation. Mais le challenge qu'on a tous à l'école, c'est qu'on doit écrire, qu'on doit décider. Donc, on doit passer par le concret, l'imagé, pour arriver à l'abstrait. Mais l'abstrait, c'est en fait une philosophie, c'est en parler. Parce que même les équations, elles sont symboliques. Il y a une expression écrite. Vous voyez, il y a un langage. C'est pour ça que Brunner avait appelé ça « symbolic stage », parce que c'est de ça que je pense que vous parlez, des formules symboliques qui peuvent remplir une page. Il y a des gens qui ne comprennent rien, parce que c'est toutes sortes d'intégrales et de dérivés, c'est plein de marques, de dessins, d'images. Donc en fait, on devrait l'appeler symbolique, parce que si on parle de l'abstraction, ça sort de la page. C'est comme la musique. On a la musique écrite, mais la musique, la réelle, elle est dans la tête, dans l'ouïe, elle n'est pas sur le papier. Donc je pense que vous parlez des formules écrites, non ? Par exemple, les règles, comment on divise deux fractions, c'est très difficile, mais comment on arrive, l'abstraction, quand on parle d'abstraction, c'est vraiment, par exemple, la généralisation, voir que tous les cas, c'est un même et ça rentre dans cette formule. Il y a des généralisations à faire, il y a des expressions
c'est ça en fait un concept, qui contient plein d'exemples. C'est partir des particuliers vers l'universel. Et en fait, le concept, c'est quelque chose dans notre tête. C'est très difficile. Mais au collège, on continue avec le visuel, avec le concret, tout le collège. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il est ici, l'éditeur de la... Est-ce que tu es là, Jean, quelque part? Voilà. Je pense que Jean Nemo a fait, c'est l'éditeur de la Librairie des Écoles qui a publié le primaire et qui sort maintenant un livre de collège, de 6e. Ce n'est pas un textbook, mais c'est un cahier d'exercice, c'est ça, ou c'est quoi? C'est un manuel. Et donc, je croyais que c'était ça votre question, qu'à Singapour, la méthode, l'approche, elle continue jusqu'en terminale. C'est qu'ici, on a seulement, pendant toutes ces années, c'est Jean qui a eu l'idée il y a longtemps, en 2007-2008, il a fait la première traduction. C'était une traduction. Et puis, moi, il m'a rencontré en 2014-15 et il m'a demandé est-ce que tu peux faire une édition, une nouvelle, qui serait ouverte et qui pénétrerait le public aussi. Voilà, c'était seulement pour le privé, parce qu'il manquait des choses. Donc, c'est ça le travail que j'ai fait d'adaptation. Mais ça continue. Alors, je ne sais pas combien d'éditeurs auront un livre pour la 6e, mais Jean en a un. Bon, ça c'est fort bien. J'ai quelques mots simplement, peut-être. Moi, je ne suis pas dedans. Alors sur l'aspect singapourien, d'abord, je crois qu'on peut remercier Monica parce que j'espère que vous sortirez tous d'ici avec un énorme optimisme sur notre capacité de comprendre les mathématiques, tous, et de les enseigner de manière vivante, compréhensible. C'est faisable. Sur Singapour, d'abord, je pense que moi, je partage ton optimisme et la positivité. Je suis effectivement un peu frustré que ça prenne beaucoup d'années d'arriver à faire changer les choses, mais les choses sont en train de changer. D'ailleurs, on peut mentionner que cette semaine est sorti un rapport de la DEP, vous savez, qui fait les statistiques sur les résultats des élèves français, et on voit très nettement que depuis 5 ans, en fait, il y a une progression des résultats mathématiques des élèves en mi-CP. Oui. C'est très clair. Oui. C'est lent, la pente n'est pas aussi raide qu'on aimerait, mais ça monte. Voilà. Donc, on peut arrêter quand même de se flageller en permanence. Oui. On a beaucoup baissé, hein, mais les choses vont commencer à remonter. Le nouveau programme, tout le monde s'accorde à dire qu'il est effectivement fortement influencé par Singapour, mais qu'il est exigeant, qu'il est bon. Il est plein d'exemples aussi, comme ton exposé. Hein, et c'est des exemples qu'on se rend compte que c'est pas si difficile finalement de faire passer des concepts. Hein. Ce qui est différent sans doute à Singapour, c'est qu'en France, on peut pas être, je dirais, autoritaire avec les enseignants. C'est pas possible. C'est pas souhaitable non plus, je crois. Singapour est un petit pays dans lequel les choses vont peut-être plus vite, effectivement, mais dans lequel aussi il y a un accord qui a été atteint. C'est très impressionnant de voir que aussi bien la formation des enseignants, la création des manuels, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, qui sont confiés à très peu d'éditeurs, et puis la création du curriculum, du programme, sont parfaitement en harmonie. Voilà. Et donc, c'est pas le cas chez nous. Quand je suis allé à Singapour en novembre, je leur ai dit très fièrement que le programme avait changé et se rapprochait de Singapour. Ils m'ont dit, oui, mais la formation des enseignants. Voilà. Ah bah oui, non, elle n'est pas encore en place. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive tout doucement à ce consensus que eux ont réussi à créer de façon un petit peu autoritaire, il faut quand même le dire, hein, et qui, chez nous, prend plus de temps pour arriver, mais qui va arriver, je crois, parce que les résultats sont là aussi. Je voulais juste dire un mot sur les fractions. Tout le monde est d'accord que les fractions, c'est très très dur. Hein. C'est dur pour le monde entier, les fractions, quand même. Hein. Il y a des obstacles à franchir cognitifs qu'on ne comprend pas encore très bien. Mais donc vous savez qu'on a publié une note au Conseil scientifique sur le fait que les élèves de 6e n'arrivaient pas à placer les fractions sur une ligne numérique. C'est extrêmement frappant comme résultat. Seulement 20% des élèves de 6e arrivaient à placer un demi sur une ligne entre 0 et 5. Vous ne savez pas où ça 22%. 22%. C'était effrayant. Hein. Et on monte à 50% brillamment en seconde. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas compris, en seconde générale, hein. Donc ils n'ont pas compris ce que ça veut dire que la fraction 1/2. Ils peuvent la manipuler un petit peu, mais ils n'ont pas compris tout ce que Monica nous a montré, que ça consiste à couper la barre en deux. Eh bien, on a fait une intervention sur la base d'idées très proches de Monica, très inspirées par ton livre sur Unpacking Fractions, en 7 étapes. Je ne sais pas si Maxime Côté est dans la salle ici, il est là-bas dans le fond. Il a mis en place toute une intervention dans l'Académie d'Amiens, et en quelques semaines, c'est 5 semaines, les élèves passent de ce niveau dramatique en 6e au niveau des élèves de seconde.
Donc quelques semaines en 6e peuvent remonter le niveau très rapidement. Donc ce ne sont pas des idées abstraites, je dirais, et ce n'est pas très difficile de les mettre en œuvre. Et une fois qu'on fait les choses très systématiquement, avec ces métaphores visuelles permanentes, eh bien je suis persuadé qu'on peut y arriver. Je vais vous dire une petite nouvelle, puisque comme je suis indépendante, j'ai quitté Washington, et comme tout le monde s'accorde à dire que les programmes sont bons, mais il n'y a pas de formation, j'ai décidé moi-même cet été un projet que je vais faire. Je vais commencer une chaîne YouTube et tout ce que vous avez vu, mais en petite dose, en petite vidéo de 5 à 7 minutes avec des textes, gratuitement. Les profs, s'ils veulent, parce que j'ai plein de profs qui me suivent, parce que je vais dans les académies, mais je ne peux plus continuer à aller. Donc, je vais faire ma part humble de contribuer, comme nous tous, à notre force pour inspirer et donner des idées clés. Je vous laisse avec une idée. J'ai dit un peu très vite parce que vous avez tous des enfants et des petits-enfants et c'est tellement important ce qu'on fait. Le retrait, je mange, je prends, c'est l'exemple parfait d'une soustraction. Et je vous ai dit que c'est la différence, ça veut dire la comparaison de deux quantités qu'il faut aussi faire, que 9, c'est 3 de plus que. Je vous montre un truc très vite. Quand on regarde ça au lycée, c'est-à-dire c'est une droite, ne vous inquiétez pas si vous ne vous souvenez pas des droites affines, mais la formule qui vient là-haut, c'est la pente de la droite. Regardez, en haut et en bas, il y a 2 soustractions. Un chercheur américain a dit, si nous enseignons aux petites classes, aux primaires, la soustraction seulement comme un retrait, ils vont échouer en algèbre parce que toutes les soustractions sont des distances, des différences. Regardez, le x, y2 moins y1, c'est la distance entre les 2 points sur l'axe y et la distance. Donc j'ai fait un saut de comparaison qu'on commence dès le CP à faire les 3, parce qu'ils connaissent les retraits. Mais il faut aussi faire ça, et ça ne se fait pas au primaire. On ne fait pas, parce que c'est dur. Est-ce que j'ai été claire, ce que je viens de dire? OK, I just wanted to say that. Très bien vu dans ton exposé la continuité des mathématiques aussi, et l'unité des mathématiques. Voilà. Comment, où ça va? Y compris entre géométrie et arithmétique, et ensuite vers l'algèbre et vers l'expression de concepts mathématiques. De m'écouter. Merci infiniment, Monica. Merci beaucoup. Merci.